Je voudrais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui à cette rencontre. Une rencontre importante qui se situe le 10 juin, journée qui a marqué la fin de la conférence nationale par la cérémonie de lavement des mains qui a confirmé la volonté des Congolais pour une réconciliation nationale et la préservation de l'unité nationale. C'est pour cette raison-là que le 10 juin est donc devenu la journée de la réconciliation nationale et de lavement des mains. Cette année, cette célébration est affaiblie par la pandémie du Covid-19 qui a imposé le confinement dans le cadre de la lutte contre la transmission du coronavirus. C'est pour cette raison que dans le strict respect des mesures du confinement, notamment les mesures du respect de la distanciation, aujourd'hui, on n'a pas fait venir une foule de militants, on n'a pas fait venir une foule d'assistants. Cette conférence de presse se déroule avec le minimum de personnes pour qu'on soit en conformité avec les mesures de santé auxquelles nous devons en quelque sorte être stricts. Le contexte de cette rencontre se situe aussi avec un certain nombre de questions qui ont perturbé la paix et la sérénité dans une partie du pays, et notamment le département du Poul, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Le Poul a souvent souffert des situations militaires, il y a eu pas mal de choses qui ont failli mettre en difficulté la paix et l'unité nationale. Là, il y a eu encore une situation qui a créé une psychose à l'intérieur de ce département, et les gens qui vivent dans le Poul sont aujourd'hui un peu sur le qui-vive. Ils vont voir les responsables religieux, ils vont voir les responsables politiques pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On a dit qu'il y a des gens qui devaient attaquer le Poul, il y a des gens qui devaient aller arrêter ou attaquer le révérend Toumi, ainsi de suite. Et donc, nous, on a voulu profiter de cette journée de la réconciliation nationale pour remettre un peu à la disposition du pouvoir, à la disposition du gouvernement, les préoccupations liées justement à cette situation du Poul qui risque demain de devenir encore une crise dans le pays, alors qu'on a besoin plutôt aujourd'hui de resserrer les liens de l'unité nationale, de resserrer les questions de la paix pour que la lutte contre le coronavirus ne soit pas perturbée par une situation militaire qui risque de créer encore une situation grave dans le pays. C'est pour cette raison-là que j'ai été chargé par des cadres civils, militaires, originaires du département du Poul, pour essayer de lire un texte qu'ils ont adopté, et dans un contexte où la grande réunion du genre meeting ne peut pas se tenir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réunir plus de 50 personnes. Et ici, nous avons fait le choix de réunir à peine peut-être une trentaine, une vingtaine de personnes pour être en harmonie avec les mesures que nous devons respecter dans la période actuelle de lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc, c'est pour cela que je vous remercie vraiment d'avoir honoré de votre présence ce point de presse. Voilà, merci beaucoup. Je vais lire donc le texte tel qu'il a été conçu par les fils et filles du Poul, cadres civils ou militaires, sur le déploiement massif et injustifié des troupes armées dans le département du Poul.
région d'origine des grands héros nationaux de la lutte anticoloniale, comme Mabiala Manganga, André Grenard Machua, Boueta Mbongo, Mbiemo, etc., le Poul est depuis très longtemps le département souffre-douleur des soubresauts tragiques et sanglants ainsi que des projets politiques en République du Congo. Pour mémoire, depuis les événements de Kinganga Siroko en 1970 et de Ange Diawara en 1972, en passant par ceux des Anzimba en 1974 et des pseudo-angolais en 1975, jusqu'aux drames et tragédies plus récents des périodes 1998-2003 et 2016-2017, le Poul et ses populations ont toujours payé le prix fort dans leur esprit et dans leur chair. C'est comme pour dire que la responsabilité, supposée ou établie d'un ou de quelques fils du Poul, devrait immédiatement et systématiquement, automatiquement, être payée par le Poul et ses populations. Pourtant, il n'y a jamais été démontré clairement que les populations du Poul, par leur seule appartenance à ce département, ont pu faire un jour collusion entre elles et créer des rébellions ou des groupes armés pour nuire aux institutions établies et chercher ainsi à s'emparer du pouvoir. Ça n'a jamais été démontré. De même, jamais de mémoire d'homme, aucune déclaration concertée visant la sortie de ce département du giron national n'a jusqu'ici été imputée aux populations de ce département qui restent attachées à l'unité nationale. Et pourtant, le Poul a toujours subi des violences de toutes sortes, fruits des manipulations politiciennes, tribalo-régionalistes, de quelques apprentis sorciers politiques qui cherchent à conquérir le pouvoir ou à le conserver coûte que coûte. Voici donc déjà 22 ans depuis la période de 1998 jusqu'en 2020, voici donc 22 ans que les populations du Poul vivent dans leur département une guerre quasi permanente entre le pouvoir de Brazzaville et le révérend pasteur Ntoumi. Cette guerre a été ponctuée par 2 semblants d'accords de paix et de cessation d'hostilité qui sont malheureusement restés inachevés et sabotés pour laisser l'opportunité de jouer à la reprise des hostilités en cas de besoin à tout moment, ce qui risque d'arriver à ce moment encore. En effet, hier encore, pour marquer effectivement la fin supposée des violences de la période 98-2003, des présumés accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre Ntoumi et le pouvoir avaient abouti à un processus de désarmement et de réinsertion des ex-combattants qui a du reste été saboté dans sa réalisation. Les laissés pour compte de ce sabotage ont par la suite été récupérés en 2016 pour justifier de nouvelles violences militaires dans le Poul jusqu'en décembre 2017, où de nouveaux accords ont cette fois-ci été signés à Kinkala, consacrant une fois encore la réinsertion des ex-combattants. Depuis ces nouveaux accords, ce volet réinsertion des ex-combattants est toujours resté lettre morte jusqu'à ce jour, constituant ainsi à nouveau un réservoir, si ce n'est un alibi facile, manipulable et corvéable à volonté. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, voilà qu'on parle aujourd'hui encore des bruits de bottes dans le Poul. En effet, depuis quelques mois, le Poul est de nouveau accusé injustement par certains services spéciaux de la force publique en utilisant des prétextes fallacieux juste pour poursuivre la concrétisation des ambitions et stratégies du pouvoir. Il y a eu un document qui avait circulé dans les années 97-2000 intitulé Opération Mouebara. Vrai ou faux, ce document signé par le président de la République était adressé aux membres d'un comité mixte d'action spéciale.
En effet, comment donc comprendre que pendant qu'aujourd'hui l'humanité tout entière lutte contre la pandémie du Covid-19, on assiste concomitamment au Congo à un déploiement massif, injustifié des troupes militaires dans le département du Kourou. Nous, citoyens congolais, cadres civils, politiques ou militaires, Bakongo est fier de l'être, originaire du Poul et des autres départements du Congo, ensemble avec tous les citoyens congolais de tous les autres départements de notre pays, épris de paix, de justice, de solidarité et de liberté, constatant avec indignation qu'au moment où les intérêts vitaux de la nation sont mis en péril et son existence même gravement menacée par le coronavirus et la crise multidimensionnelle qui frappe le Congo depuis plusieurs années, voilà que refait surface un autre virus bien connu des Congolais, le tribalisme, que l'on combat depuis longtemps et que nous voudrions vaincre à jamais pour préserver l'unité nationale et la cohésion nationale. Et là, à ce jour, deux agents vecteurs de ce virus du tribalisme, formellement identifiés dans l'entourage du président de la République, en assurent la propagation. L'amiral Jean-Dominique Okemba et le colonel Didas Bangui ont été accusés injustement ou à raison parce qu'il y a eu des messages ou des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. En effet, en mars 2020, à Oyo, selon les informations qui ont circulé, en présence de M. Maurice Nguesso et devant une assemblée de sages supposés ou réels, Jean-Dominique Okemba, rongé par le virus du tribalisme et ivre de haine et de préjugés contre les Bakongo, a déclaré entre autres ce qui suit: « Nous avons bombardé le Poul et le ciel n'est pas tombé ». Un mois après, en avril 2020, rongé par le même virus, le colonel Bangui, lui aussi ivre de haine et de préjugés contre le Poul, a emboîté le pas à l'amiral Jean-Dominique Okemba en improvisant à Makelekele, devant quelques vendeuses du marché Bourreau, toutes Bakongo, un meeting au cours duquel il a proféré des menaces contre le Poul et les Bakongo dont les enfants auraient, selon lui, perçu de l'argent et reçu des armes pour fomenter un coup d'État contre le pouvoir en place avec l'appui d'éléments qui, toujours selon ces deux officiers accusateurs, des éléments donc qui seraient originaires de la RDC. Outré par ces bravades de l'amiral Jean-Dominique Okemba et les propos irresponsables du colonel Bangui, auxquels nous ajoutons ceux autrement tribalistes tenus par des éléments de la force publique lors de l'incident dont a été victime en présence du directeur général de la police, le professeur médecin Jean-Louis Boukoua, conseiller à la santé du Premier ministre, à qui on a reproché son appartenance à l'ethnie Téké. Face à tous ces comportements et propos dignes de la radio 1000 collines du Rwanda de triste mémoire, nous tenons à faire observer à ces officiers et au pouvoir en place ce qui suit, qui est du reste valable pour toutes les sociétés et nations pluriethniques africaines du sud du Sahara. Là où des tribus se croient supérieures les unes aux autres, là où des choix politiques, économiques et socioculturels sont subordonnés aux préjugés de telle ou telle autre tribu, là où enfin, pour la faute d'un seul ou de quelques-uns des membres d'un groupe, on punit tout le groupe et la multitude, là se trouve alors le paradis de l'intolérance, de l'exclusion, de l'injustice et au bout du compte, le paradis des crimes de masse. Pour l'avoir compris longtemps à l'avance, les pères de l'indépendance, je peux citer pour ceux qui ne connaissent pas les pères de l'indépendance, Jacques Opango, Fulbert Youlou, Félix Tchikaya et les autres, ils avaient voulu faire du Congo une république, certes plurielle, mais résolument laïque,
une et indivisible. Pluriel, une et indivisible, en ce que les communautés ethno-linguistiques qui la composent participent à la souveraineté nationale, à la consolidation de l'indépendance et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Laïque, parce que la conscience d'appartenance à une communauté ethnique et le sentiment national n'y sont pas antagonistes, mais plutôt complémentaires, tout en consacrant la primauté du sentiment national. Par ailleurs, nous tenons à rappeler au pouvoir actuel et notamment à notre frère l'amiral Jean-Dominique Okemba et au colonel Bangui que la force publique se doit d'être apolitique et républicaine. Aussi, soucieux de restaurer la concorde nationale pour préserver l'unité nationale suffisamment mise à mal par les expériences vécues à travers les différents régimes qui se sont succédés et en conséquence de tout ce qui précède, nous nous en référons au chef suprême des armées et à la justice nationale pour faire toute la lumière sur les bombardements du Poul signalés et reconnus par l'amiral Jean-Dominique Okemba, ainsi que sur les armes qui seraient détenues par les fils du Poul, notamment par le pasteur Ntoumi, Pablo et Indien, tous résidant dans ce département du Poul, qui est également une zone de défense militaire nationale, la zone de défense numéro 8 de notre pays. Par la voix de ces cadres et de ces populations, le Poul sollicite, voire exige, de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, la sortie, voire l'expulsion sans condition de M. Ntoumi et de tout son spectre du Poul pour apaiser définitivement le département du Poul. Nous exigeons par ailleurs que Pablo et Indien, accompagnés bien sûr et logiquement par leur chef, le pasteur Ntoumi, viennent s'innocenter officiellement à Brazzaville dans les médias, si et seulement si ils ne sont pas de mèche avec les animateurs du pouvoir dans ce projet de destruction du Poul qui risque de se produire tel que ça se passe dans les prochains jours. Au cas contraire, ils devront en tirer toutes les conséquences prévues par les ressortissants de cette région du Poul. Une fois encore, nous répétons que le Poul n'est pas un champ de bataille, ni un champ de tir ou d'entraînement. Cette fixation de la violence politico-militaire dans le Poul n'exprimerait-elle pas tout simplement le triomphe de l'aile tribalo-régionaliste du pouvoir actuel? Ce déploiement massif et injustifié des troupes ne serait-il pas tout simplement le signe précurseur d'un état de siège au Poul qui ne dit pas son nom et qui serait dégoupillé à l'ombre du coronavirus? Nous, ressortissants du Poul, victimes des violences militaires, refusons de croire que les forces armées congolaises, avec leur personnel formé, leurs armements et leur logistique, soient si faibles pour venir à bout d'un Ntoumi qui n'est qu'un simple pasteur, qui n'a même pas eu une formation militaire. Manifestement, le pouvoir congolais n'a jamais voulu conclure définitivement son conflit annoncé avec le pasteur Ntoumi. Peut-être qu'il a préféré le laisser dans le cours pour l'utiliser à tout moment. C'est comme ça que les ressortissants du Poul vivent maintenant cette situation. Cette fois-ci, voyons venir les élections présidentielles de 2021 pour lesquelles aucune condition crédible n'est remplie à ce jour. Le pouvoir de Brazzaville, à l'ombre de la pandémie du Covid-19, chercherait peut-être à recourir à son prétexte Ntoumi par le biais de Pablo et Indien. Ainsi, comme ça, il y aura une nouvelle guerre au Poul qui pourra justifier la non-convocation des élections en 2021. Le pouvoir de Brazzaville pourrait alors agir à sa guise en faisant cela, mais au détriment des populations du Poul qui en seraient une fois de plus les victimes. Maintenant que les preuves de la manipulation de Ntoumi et ses éléments par le pouvoir de Brazzaville sont évidentes à travers les Willy Mansanga hier et les 12 apôtres aujourd'hui, preuves qui ont par ailleurs été confirmées lors des procès
des généraux Norbert Dabira et Nyangabwala, procès qui a révélé officiellement et publiquement d'où Ntoumi, le pasteur, tirait sa logistique et sa fortune, le Poul et ses populations demandent qu'on cesse donc de les importuner avec le scénario envisagé par le fameux colonel Bangui Didas. Quoi qu'il en soit, et en guise de conclusion générale, nous, habitants, cadres, civils ou militaires, ressortissants du Poul, de toutes conditions, dénonçons avec fermeté cet énième épisode de violence qui semble programmé dans le Poul et qui ne participerait en réalité qu'à enfoncer davantage ce département dans la misère, mais surtout qui contribuerait à masquer l'échec des pouvoirs publics à tirer le pays vers le haut, en trouvant ainsi une hypothétique justification à la saignée du trésor public. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur toutes ces velléités de déstabilisation et de destruction du Poul, département encore fragilisé par les derniers événements de 2016, dont les stigmates ne sont pas encore cicatrisés ni disparus. Interpellons vivement les pouvoirs publics ainsi que la communauté internationale pour tout mettre en œuvre afin de faire échec et de mettre définitivement fin à toutes ces manœuvres machiavéliques d'un autre monde qui n'ont pour but inavoué que de faire du Poul le bouc émissaire idéal dans la réalisation de sombres desseins. Invitons les autres départements du Congo à ne jamais plus se laisser charmer par les sirènes du tribalisme et du régionalisme en faisant preuve de solidarité en vue d'un Congo fort, certes pluriel, mais résolument un et indivisible dans la paix. Exigeons le désengagement sans condition des unités militaires subsidiaires à celles initialement et normalement installées dans le département sous l'autorité du commandant de la zone de défense militaire numéro 8. Faites à Brazzaville le 5 mai 2020. Les signataires, je vous remercie. Maintenant, s'il y a des questions,
Voilà ce texte qui a été conçu par des cadres civils et militaires du pool et qui m'ont donné la mission de rendre public ce texte parce que tout simplement dans le contexte actuel on ne pouvait pas réunir tout ce monde-là. Dans le contexte actuel, certains de ces cadres civils et militaires qui ont participé à la rédaction de ce texte sont encore actifs dans leur service. Ils ne souhaitaient pas être après sanctionnés pour avoir été les co-concepteurs et rédacteurs de ce texte. Et moi, j'ai accepté de jouer ce rôle en venant rendre public cette déclaration parce qu'en tant qu'acteur politique, je bénéficie des libertés d'expression des acteurs politiques. Voilà. Donc, je peux répondre à quelques questions s'il y en a. Comme ça, on pourra... Oui. Vous avez dit qu'elle a été signée le 5 mai. Oui. Donc, si ma mémoire est bonne, ça me fait 1 mois et 5 jours. Est-ce que ce déploiement que vous dénoncez se poursuit ou il s'est arrêté? Le déploiement se poursuit et les gars sont sur place. Et dans certaines zones, les populations ont même constaté que les militaires qu'on a déployés n'étaient pas tous des Congolais. Il y avait des étrangers qui portaient l'uniforme de l'armée congolaise. Et quand ces populations viennent raconter ça à leurs enfants cadres civils et militaires originaires de ce département, les gens sont perturbés. Ils auraient préféré voir que c'est des militaires congolais, mais quand c'est des militaires étrangers qui portent l'uniforme de l'armée congolaise, c'est comme si notre armée n'est plus une armée nationale. Ça devient une préoccupation. Est-ce que vous voulez rapprocher? Le mobile de ce déploiement massif de ces jours. Nous avons rencontré les responsables militaires. D'ailleurs, certains sont, je ne peux pas les citer pour des raisons de sécurité pour ces officiers. Ils étaient indignés de constater qu'une partie de ce déploiement dans le département du Poul n'a pas été confiée sous l'autorité du commandant de la zone militaire du Poul. Donc ces troupes se retrouvent dans une zone qui est dirigée par un commandant militaire de zone
mais ces troupes ne répondent pas aux ordres de ce commandant militaire. Et il y a même des officiers du haut commandement qui n'ont pas eu la maîtrise des troupes qui sont déployées dans le pool. La question, c'est de savoir donc qui a déployé ces troupes-là. Surtout si ces troupes n'ont pas été placées sous l'autorité de l'officier que tout le monde reconnaît comme étant le patron de la zone de défense militaire du pool. La zone numéro 8 a un commandant. Mais ce commandant n'a aucune autorité sur les troupes qui sont déployées dans sa zone d'influence. C'est comme si on lui faisait un commandement de doublure dans une zone où il est censé être le chef de l'armée. L'objectif, c'est quoi finalement? Mais l'objectif... Pardon? L'objectif de ces unités-là. L'objectif de ces unités, c'est ce qu'on avait dit, qu'un certain Pablo et un certain Indien, deux gars qui sont des proches du pasteur Ntoumi, auraient reçu de l'argent et volé des armes ou reçu des armes avec un objectif d'attaquer le pouvoir et de faire comme un coup d'État. Mais une situation comme celle-là, quand on l'annonce, il faut qu'on mène une enquête pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est qu'une manipulation. Et les cadres politiques du pool, qui sont très nombreux, sont étonnés de voir qu'une telle initiative des cadres, des gens proches de Ntoumi, de prendre des armes et d'attaquer le pouvoir en place, ait pu être décidée sans même qu'il y ait une consultation, une concertation des acteurs politiques ou des cadres. Du coup, si on attaque ces gars qui ont, en quelque sorte, qui sont dans le pool, qui veulent attaquer le pouvoir, si on attaque ces gens-là, qui vont être les victimes? Ça va être la population. Ça va être les villages qui vont être brûlés, qui vont être attaqués, qui vont être détruits, alors qu'en réalité, ces populations n'y sont pour rien, alors qu'en réalité, les cadres civils, politiques et militaires ne sont même pas associés à Ntoumi dans un tel objectif, qui serait celui de mener une action militaire. C'est pour cela qu'on a dit, si c'est une réalité, il faut qu'il y ait une véritable accusation. Il faut aussi que si les Ntoumi disent que ce n'est pas vrai, il faut qu'ils viennent démontrer que c'est pas vrai, qu'ils ont raison, on les accuse pour rien. L'objectif des gens du pool, des cadres du pool qui ont travaillé à la rédaction de ce texte, c'était d'éviter qu'une nouvelle violence vienne encore détruire ce département au moment où les populations de ce département sont à peine en train d'essayer de reconstruire les villages qui ont déjà été détruits, au moment où, dans le cadre national, la lutte contre la pandémie limite aussi les mouvements dans le département. Donc c'est cette situation-là qu'on veut prévenir. On ne voudrait pas que le pool devienne encore la source d'une situation ou d'un état de siège dans le pays et dans la ville de Brazzaville. Je vous donne une question. Oui. Pourquoi c'est toujours le pool qui est mis sur la sellette? Pourquoi toujours le pool qui est mis sur la sellette? Où se trouve le président de Ntoumi? Dans quelle localité? Depuis sa sortie, on ne connaît pas exactement dans quelle localité il est logé. Voilà mes deux préoccupations. D'accord. Justement, la question, elle est vraiment très, très pertinente. Pourquoi c'est toujours le pool qui est en quelque sorte mis sur la sellette et accusé? Dans le premier paragraphe de ce texte, nous avons essayé de montrer que le pool a souvent été victime justement de ce genre de situation. C'est depuis la période coloniale, parce que dans cette période, il y avait les résistants à la colonisation qui sont aujourd'hui devenus comme des héros nationaux, André Matua et autres. Il y a eu d'autres situations encore avec les Ange Diawara, avec les Kinganga Siroko. On a vu comment
dans la foulée de ces gens-là, d'autres personnes du pool des cadres ont souvent été tuées. Les Franklin Bukaka sont morts en 1972. Ce n'étaient pas des hommes politiques, mais on les a tués parce qu'on les a assimilés à des proches de Ange Diawara. Comme aujourd'hui, on assimile aussi pas mal de personnes, de jeunes du pool, comme des proches du pasteur Toumi. Donc il s'agit plutôt de mettre un terme à tout cela à travers soit une espèce de réconciliation nationale. C'est pour cela que cette date du 10 juin est une date symbole, historiquement, pour essayer de réparer toutes ces situations qui perturbent un peu la paix et l'unité nationale. Une crise du pool va devenir une source de déstabilisation et de perturbation de la paix dans le pays. Toumi se trouve où? Toumi se trouve dans le pool. Pourtant, on avait décidé qu'il sorte du pool et qu'il s'installe. Il était venu s'installer d'ailleurs à Brazzaville. Il avait des fonctions même au niveau du pouvoir, puisqu'il avait eu un statut de haut commissaire. Toumi est reparti dans la brousse. Toumi est reparti dans la brousse en 2016 de lui-même dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens. C'était logique. Il repart dans un département qui est censé être son département d'origine. Mais Toumi n'a jamais été... Tous les groupes armés du monde bénéficient de bases aériennes qui leur apportent la logistique et le soutien. Comment un Toumi, qui n'a jamais été un fonctionnaire, qui n'a jamais été un acteur politique, qui a été juste un pasteur dans une église, je dirais une église de réveil, une église locale, comment un Toumi a pu acquérir des armes, avoir les moyens de vivre dans une espèce de retrait en tant que maquisard, sans avoir de soutien au niveau d'une base arrière, soit d'un pays voisin ou à l'extérieur. Il est sur le territoire national, un territoire national qui a une armée de professionnels, qui est formée, qui savent comment on peut arrêter une telle situation, et qui n'ont jamais réussi à vaincre un Toumi qui n'est qu'un amateur militaire, ce n'est pas un professionnel. Quand le procès d'Abira et Nyangambwala s'est déroulé, au cours de ce procès-là, les deux accusés ont annoncé comment ils étaient en collaboration avec Ntoumi. Comment certains avaient fourni des armes, comment d'autres avaient fourni des moyens logistiques. Les ressortissants du pool vont certainement entretenir le pasteur Ntoumi lui-même pour lui demander de quoi il s'agit, quel est ce problème. Ntoumi se trouve actuellement dans la zone de Mayama et Kindamba. Dans cette zone de Mayama et Kindamba, les populations se sentent en insécurité totale quand il s'agit d'annoncer l'attaque de Ntoumi ou l'attaque, donc ça va se passer dans cette zone et les populations ne savent plus où est-ce qu'elles doivent courir, où est-ce qu'elles doivent aller se réfugier. Si on peut éviter cette situation-là, autant mieux que dès à présent, on essaye d'en parler pour que la situation que nous impose nationalement la pandémie du Covid-19 ne vienne pas s'aggraver par une situation militaire qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Déjà que nous avons aussi une situation économique qui fait que le pays est presque en cessation de paiement aujourd'hui. Toutes ces trois situations risquent de dégrader socialement le pays. Il faut donc déjà, pendant qu'on est déjà en train de lutter contre la crise multidimensionnelle avec laquelle nous avons signé, le pays a signé un accord avec le Fonds monétaire, mais cet accord est aujourd'hui gelé parce que les réformes qu'on nous a demandé de mettre en place n'ont pas encore été exécutées. Le FMI a donc gelé l'accord qu'ils ont signé avec le Congo. Ça rend la situation du pays difficile. Si à cette situation, avec le FMI,
vient s'ajouter encore la situation sanitaire créée par la pandémie du Covid-19, ça aggrave une fois de plus le sort du pays et des Congolais. Mais si à cela, nous-mêmes, Congolais, nous venons ajouter par nous-mêmes la situation du pool, en y introduisant une nouvelle situation militaire qui va encore dégrader, nous allons faire face à 3 situations difficiles au même moment. Ça va dégrader le climat social dans le pays gravement. Ça serait le chaos. Ça sera le chaos. Il faut que notre pays, nous arrivions à le sauver parce que nous sommes liés les uns aux autres. Et le Congo est composé à près de 98% de citoyens qui sont des chrétiens. Même s'ils n'appartiennent pas à la même confession religieuse, mais ils sont soit catholiques, ils sont de l'église évangélique, ils sont de l'armée du salut, ils sont des églises de réveil, ils sont kimbanguistes. Toutes ces religions ne nous apprennent jamais la haine avec les autres. Toutes ces religions nous apprennent l'amour du prochain. Toutes ces religions nous apprennent l'unicité de la création. Toutes ces religions, ces confessions religieuses nous apprennent l'existence d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Comment peut-on être des chrétiens de cette nature-là, avec un tel pourcentage national, et ne pas comprendre que Dieu nous a enseigné, pas seulement nous aimer les uns les autres, mais il nous a interdit de nous entretuer entre nous. Donc, quand il y a des problèmes, l'idéal, c'est de s'asseoir, et c'est pour cela que nous tenons à ce que le dialogue soit institutionnalisé dans la société congolaise. Chaque fois qu'il y a un problème, on doit aller vers le dialogue pour trouver des solutions et non pas aller vers des affrontements où le sang des Congolais va encore couler. Donc c'est pour cela que nous qui avons été les générations des jeunes de la conférence nationale, aujourd'hui nous sommes les aînés des générations qui sont nées dans la décennie 70 et la décennie 80. C'est ces générations-là, de ceux qui sont nés en 70 et 80, qui doivent prendre la relève de notre génération à nous, nous qui avons été encadrés par la génération de ceux qui sont nés dans la décennie 30 et 40, nous qui sommes nés dans la décennie 50 et 60, nous sommes les petits de ceux-là et nous sommes les grands de ceux de la décennie 70-80. Nous devons donc travailler pour que le pays de demain ne soit pas un pays en morceaux éclatés. Le pays de demain doit se renforcer en utilisant les valeurs et les principes du christianisme que nous avons adopté au Congo-Brazzaville pour que, à travers ces valeurs du christianisme, la paix devienne quelque chose de fondamental, la stabilité, l'unité, l'amour du prochain vont construire cette cohésion nationale à laquelle nous rêvons tous. Donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ceci. Le texte que les cadres du pool ont rédigé, que je viens de vous présenter, c'est juste pour rappeler cela et montrer que le pool ne s'est jamais retrouvé en cachette dans un coin du département pour décider de monter une rébellion qu'on a confiée à Ntoumi et demander à Ntoumi à chaque instant de venir attaquer le pouvoir. Ça ne s'est jamais fait. C'est vrai que le pool a été, depuis la période coloniale, la zone qui a érigé et qui a sorti des gens qui se sont opposés au colonialisme. Mais cette opposition au colonialisme, c'était pour éviter l'esclavage. C'est la mémoire de l'esclavage qui a fait que nos ancêtres ont résisté à l'arrivée du colonialisme parce qu'ils croyaient que le colonialisme revenait pour redémarrer l'esclavage. Mais même cette période, elle avait été réparée avec les Blancs lorsque, en 1944, dans les années 40, le général de Gaulle s'est réfugié au Congo-Brazzaville. Il a fait de Brazzaville la capitale de la France libre. À ce moment-là, il y a eu une réconciliation entre la région du Poul qui avait généré pendant la colonisation les résistants à la colonisation et le général de Gaulle, et c'est pour cela que la case de Gaulle avait été le terrain sur lequel était construite la case de Gaulle, s'est retrouvée dans la zone de Bakongo.
Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Nous devons nous battre pour préserver l'unité nationale. Nos frères de la cuvette ouest ont un petit contentieux avec les frères de la cuvette centrale. Parce qu'en 1972-1974, il y a eu des incidents entre les Garé et les Beti à Ouando. Nous avons ça dans les archives des contentieux pour lesquels nous devons nous demander, nous devons nous présenter des excuses communément. L'unité du pays va devenir une nécessité dans cette période qui marque le début du 3e millénaire. Le 3e millénaire, la communauté internationale est en train de mettre en place un nouvel ordre mondial qui va faire de l'Afrique le centre ou le continent à partir duquel le 3e millénaire va être géré. Le 2e millénaire a été géré à partir du continent américain. C'était un choix des Européens pendant le début du 2e millénaire, donc dans les années 1100, 1200, 1300, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, et dans les années 1500, 1600, 1700, ils ont envoyé les migrants. C'est comme ça qu'ils ont présenté les Diego Cao, les Vasco de Gama comme des explorateurs. Mais en réalité, c'était des migrants. Partout où ils ont découvert des terres, ils ont installé des colonies. C'est comme ça qu'ils ont occupé le continent américain, ils ont occupé le continent africain, ils ont occupé une partie du continent asiatique. Aujourd'hui, il va falloir repenser le contenu ou la teneur de la coopération internationale pendant le 3e millénaire. Nous qui travaillons dans des réseaux internationaux, nous travaillons sur ça. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Oui. Président, la question de l'unité nationale a toujours été au centre des préoccupations en ce qui concerne le département du Pôle.
avant que tout fasse une déclaration. Pensez-vous que cette fois-ci, cette énième déclaration aura un impact considérable? Nous espérons qu'il aura un impact quand même, parce que je n'ai pas la mission de citer ceux qui ont participé à cette réflexion, à cette rédaction. Parce qu'on veut relancer l'économie du pool. Aujourd'hui, l'économie du pool est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt parce que les villages ont été un peu bousculés, la reconstruction des villages n'a pas été achevée. Les gens sont juste en train d'essayer de repartir dans les villages qui ont pendant longtemps. Et là, quand on réinstalle les militaires, c'est comme si les gens sont à nouveau. Donc, nous visons vraiment que ça puisse avoir un impact. Et nous espérons que le président va accepter qu'on essaye de trouver plutôt une solution apaisée à cette histoire du pool qui aurait des éléments, des enfants et des garçons en armes qui auraient reçu de l'argent. On ne sait pas de qui ils ont reçu l'argent, ces gens-là. C'est pour ça qu'on a demandé que les Ntoumi et ces éléments Pablo et Indiens viennent expliquer c'est quoi cette histoire. Ils sont accusés d'avoir reçu de l'argent et des armes. Mais de qui? Si les cadres du pool, civils et militaires, ne sont pas ceux qui leur auraient donné de l'argent ou trouvé ces armes-là, ils tiennent ces armes-là de qui et pourquoi ils choisissent le site du pool pour mener ce type d'action alors que les populations du pool sont totalement étrangères à cette situation. Voilà le problème, comment il est. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire un peu. Et nous allons voir maintenant, après cette déclaration, les journalistes, vous allez relayer cette déclaration, on verra par la suite, parce que nous attendons que le gouvernement maintenant appelle ceux qui ont initié cette démarche pour dire, bon, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on règle ce problème-là autrement? La dernière fois, le président l'avait déjà fait, et c'est comme ça que nous avons sorti Ntoumi du pool. Et que les gens avaient organisé aussi la concertation citoyenne du pool en 2007, où Ntoumi, officiellement devant les autorités nationales, s'était engagé à ne plus jamais déclencher des mouvements armés, lui Ntoumi. Donc, en 2016, est-ce lui qui a déclenché les tirs dans Brazzaville Sud? On ne sait pas. On dit que c'était ces gens à lui. Maintenant, là, ceux qu'on est en train de citer, Pablo et Indien, sont-ils encore sous le contrôle de Ntoumi quand on les accuse de vouloir attaquer Brazzaville? C'est pour ça qu'on a demandé, il faut qu'ils s'expliquent, tous les trois, pour innocenter les populations du pool et le département. Parce que personne dans le département ne leur a donné cette mission. Voilà à peu près, donc c'est tout ce qu'on voulait dire par rapport à l'heure qu'on nous avait accordée ici pour occuper la salle. Nous sommes en train de dépasser, donc on va s'arrêter là.